Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Le débat culture foot du jour me tient particulièrement à cœur puisqu'il va pointer du doigt la raison pour laquelle nous, libéraux, préférons parler du football de notre enfance plutôt que du football actuel. Quelle est la différence entre le beau jeu et le niveau de jeu ? Cette nuance que nous allons définir ensemble est très importante car elle donne de la valeur aux grandes victoires et les place dans l'histoire. Pensez-vous que les standards du haut niveau ont baissé ou pas du tout ? Qu'en est-il de l'exigence attendue de la part d'une grande équipe ou d'un grand joueur ? C'est les réponses auxquelles nous allons tenter de répondre ici au centre de l'Urban Soccer de Nanterre avec Tate. Bonsoir tout le monde. Damaz. Bonsoir à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Alors, pour essayer d'être le plus clair possible, je vous pose ça, je ne dis pas qui va commencer, mais comment vous définissez le haut niveau ? Pour moi, le haut niveau, c'est au-delà même sur le terrain. C'est-à-dire, c'est toute une institution, toute une nation qui arrive à exprimer son identité sur le terrain, en fait. C'est-à-dire, le niveau de jeu, c'est pas que tu as des joueurs forts. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont forts, mais ils te communiquent quelque chose également intérieurement, en fait. Tu sais, quand le match va commencer, par exemple, il y a des exemples qui viennent en tête tout de suite. La Juventus, la Juve, le Bayern, le Real, bien entendu, Real Barça, tous les gros clubs, on va dire, du football européen, c'est pas uniquement que du beau jeu qu'ils vont te produire, mais ils vont également nous donner un niveau dans lequel beaucoup de gens vont se retrouver, cette image-là, en fait. Et ça, c'est... Par contre, le beau jeu, on va plus insister sur le côté esthétique. On va parler du beau jeu ensuite. Qui est mis en évidence. Le haut niveau, pour toi, c'est quoi ? Le haut niveau, c'est quand, on va dire, l'air se raréfie. Donc, c'est comme en haute montagne, en fait. Voilà, quand c'est au-delà du Mont Blanc, c'est au-delà du Kilimanjaro, c'est au-delà du K2, c'est le Mont Everest. Ça se raréfie et on va dire que au moment où il faut chercher l'air, il faut que tu t'adaptes assez rapidement à ton environnement. Et cet environnement-là, c'est le haut niveau. Pour le football, c'est quelque chose qui fait que on est entre gens qui sont parmi les meilleurs de leur profession. Exact. Et donc, dans cette ligne-là, quand vous êtes dans une compétition, que vous êtes en quart de finale, en demi-finale ou en finale d'une compétition continentale ou mondiale, on est dans une caste qui permet de définir ce qu'est le haut niveau. Exactement. Et donc, à ce niveau-là, les contrôles sont parfaits. Les prises de balles sont parfaites, les choix sont parfaits, la vision du jeu est parfaite et même la finition est parfaite. Et les erreurs sont sanctionnées vite. Très très vite. Alors moi, il y a deux points de vue, c'est le point de vue spectateur et le point de vue supporter. Pour moi, il y a deux points de vue, c'est supporter et spectateur. Donc supporter, c'est par rapport à ce qu'on nous annonce dès le départ et comment ça se traduit sur le terrain. Donc exemple, si un entraîneur qui a une méthode A, comment elle va se traduire sur le terrain. Et en tant que spectateur lambda, c'est les déchets, les techniques qu'il y a dans les équipes, et vraiment me mettre aussi dans la peau de l'entraîneur en me disant que voilà, qu'est-ce que cet entraîneur a essayé de mettre en place sur le terrain. Pour moi, c'est ça le haut niveau. Et ça se résume aussi aux déchets, parce que tout ce qu'on fait n'est pas parfait, surtout dans le sport de haut niveau. Et c'est vraiment comment ça se traduit sur le terrain. C'est vraiment rare. En fait, le déchet est raréfié à ce niveau-là. Sur 10 contrôles, il faut qu'il y en ait 8, 9 qui soient bons. Justement, on peut parler notamment des grands défenseurs qui ont tous été éliminés quelque part, mais le taux d'élimination qu'ils subissent est plus faible, notamment pour des hommes comme John Terry, Fabio Cannavaro en un contre un. Se remettre de ça aussi. Exactement, la capacité à se remettre de l'avant malgré le fait que mon numéro 9 du soir m'a éliminé salement, mais je repars encore au front. Justement, parce que peut-être que sur 12 duels, t'en gagnes 11, t'en as perdu un, mais on va se souvenir du duel que t'as perdu. Exactement. C'est ça le haut niveau en fait. Exact. Alors que maintenant, peut-être que là, on va dire qu'on va essayer de valoriser quoi ? Le fait qu'il a raté 11 contrôles et le 12e il a réussi, on va dire qu'il y a eu but et on va dire que c'est un bête de mec. Alors que non. Mais, c'est ça en fait. C'est un peu ça le foot entre guillemets, c'est que après là tu parles par rapport aux défenseurs, mais d'une vision offensive. Quelqu'un qui va rater 12 face à face, mais qui va en marquer un qui est décisif pour son équipe, on va plus se retenir son but. Bien Pastore sûr. va rater 10 passes, mais si le 11e est décisive, c'est comme ça que lui voit le foot en tout cas. Mais c'est pas un joueur de haut niveau. Mais c'est pas un joueur de très haut niveau comme on est en train de parler. Tout à fait, mais quand on parle de haut niveau, par exemple, un club comme le Bayern Munich, qui est certes champion, admettons, avec moins de 80 points, ils vont certes être champions d'Allemagne, mais au niveau des têtes pensantes, c'est pas une grande saison. Bien sûr. C'est pas une grande saison, malgré le titre. Donc, un club de haut niveau, un joueur de haut niveau, c'est pas uniquement le fait que j'ai gagné qui m'intéresse. C'est l'expression de mon esprit de dominateur. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là-dessus, par exemple, où moi je reviens sur la Juve, parce que la Juve, c'est pas uniquement qu'un club de foot, c'est la domination économique de l'Italie.
C'est la puissance industrielle de l'Italie qui se retrouve sur le terrain, et également sur le terrain européen. Parce qu'on appelle la Juve le club de l'Italie. C'est ça, le club de la Fiat. Club de Fiat. Et est-ce que ces équipes sont obligées de bien jouer, ou d'être beaux, d'être belles, d'avoir la possession, de marquer plusieurs buts? Comment ça se traduit, ce haut niveau, d'un point de vue technique et tactique? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux? Est-ce que c'est de respecter des tactiques, quelles qu'elles soient, même si ça consiste à ne pas encaisser de buts et à bien défendre? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit du football champagne? Non, pas forcément. Dans le cas de la Juve, on est en train de parler, c'est comme un jeu d'échecs. Chacun a son rôle. C'est-à-dire que sur une défense à 4, à plat, il y a un défenseur qui va tenter de casser les lignes, un autre qui va la jouer plus latérale, un latéral qui va plus monter que l'autre. Et c'est ça le haut niveau. C'est toute cette synchronisation qu'on voit sur le terrain de partie visible et avec peu de déchets. Quelle que soit la philosophie, du mystère ou de l'organisation en place. En fait, voilà, la machine est suffisamment bien huilée pour qu'on puisse voir justement, donc à l'œil nu, pour que ce soit pour on va dire que pour le spectateur lambda dont tu parlais, Tate, comme pour le spécialiste, qu'on voit l'idéologie, la vision, et même on va dire qu'on appelle l'objectif donc de cette domination là ou de ce système qu'on met en place. Chacun est en mission au niveau du haut niveau. Chacun est en mission, et quand tu la connais pas, on te chasse du club. Alors si on s'appuie sur quand t'es pas dans le moule, surtout. Quand t'es pas dans le moule. Les 5 minutes qui viennent de s'écouler, on a essayé d'expliquer ce qu'était le haut niveau et quel standard cela impliquait dans l'esprit des joueurs. En 2019, date d'enregistrement 2018, 2020, ça a changé cette manière d'aborder le haut niveau? Parce que pourquoi on a ce débat finalement? Parce qu'en fait, il y a une frustration. La frustration, elle est là de ta part, parce que tu as vu un certain football, ou qui a cette frustration? Disons que voilà, en faisant cette émission, on se disait qu'on n'a pas envie de dire le football c'était mieux avant, parce que ça fait une phrase de vieux con, etc. Mais en fait, à froid, quand on analyse les matchs qu'on regardait donc à l'époque, qu'on regarde les matchs qu'on le regarde aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, on tire beaucoup moins d'enseignements, et on va dire que il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne défient toute logique en fait, par rapport à la victoire, par rapport au rapport aussi à l'adversaire, par rapport aussi à on va dire face au rapport de force, par rapport au fait que vous êtes mené 4-0 donc un match, après vous le remportez 6-1, vous gagnez 3-0, vous le perdez 4-0. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc vous gagnez sur 3 mi-temps, donc un match de Coupe d'Europe, sur la 4e mi-temps vous perdez. On se pose beaucoup de questions en fait par rapport à tout ça. Ça les remontadas, disons, parce que maintenant c'est un mot à la mode, mais ça a toujours existé. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ça arrive très souvent. Finalement, c'est ça. Trop souvent. Et c'est là justement où il faut remettre en cause, c'est qu'il y a un manque de constance évident au niveau du haut niveau. Un exemple très simple, si on va par exemple sur le Valence de début 2000, Valence qui n'est pas un grand club, mais le niveau que Valence met sur le terrain pour pouvoir rivaliser avec le Bayern, et même en Liga, en gagnant 2 Ligas, 2002-2004, on se rend pas compte en fait. Valence tire énormément d'énergie pour rester à ce niveau-là pendant ces 4 à 5 premières années. Et que par la suite, il y a un écroulement. Et cet écroulement-là, pourquoi? Parce que les échecs qu'a connu Valence, ça aurait dû les propulser vers l'avant. C'est ça justement. Après, il y a eu aussi ce crack économique qu'a connu Valence aussi. Mais dans l'esprit des gens, on sait que Valence a chuté en termes de notoriété. Et c'est justement ça qu'on regrette aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tenir sur la longueur? Il y a des gens de l'Ajax aussi, par exemple. Sur la longueur, justement, aujourd'hui, on voit une équipe comme le Real qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucun renseignement de cet effectif? C'est la raison qui explique pourquoi le haut niveau a baissé? Comment tu peux expliquer... excuse-moi Tate, tu allais prendre la parole, je vais te la donner tout de suite, mais comment tu peux expliquer à nos enfants que ce Real qui est 3 fois de suite vainqueur de la Ligue des Champions ne soit pas du même niveau que les autres équipes qui l'ont été 1 fois ou 2 fois de suite par le passé? Parce que selon moi, ça concerne que moi, la demande n'est plus la même. Exact. À une époque, on demandait vraiment de la maîtrise aux joueurs, à une équipe, vraiment maîtriser le temps, maîtriser l'espace, maîtriser l'adversaire, connaître ce que l'adversaire va faire, ses forces, ses faiblesses. Et aujourd'hui, on est plus dans pas dans du hasard, mais on est plus dans sur notre spontanéité, sur instantanéité aussi. Exactement, sur les temps forts, faire la différence très vite. Et après, ça joue plus, on va dire, aujourd'hui, ça joue plus mentalement que sur le terrain. C'était la force de l'équipe de Zidane. C'est la force de l'équipe de Zidane, où on avait vraiment des galvanisateurs, des gladiateurs de mentaux comme Cristiano, comme Ramos. Ça joue plus à ce niveau-là. Après, ça se dilue sur le terrain plus que sur la maîtrise en elle-même aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des remontadas, il y a des, selon moi.
Surtout, on va dire qu'il y a cet aspect mental en fait qui devait être un facteur qui devait faire basculer en fait les matchs, qui maintenant est un facteur qui est devenu de plus en plus majeur. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que avant, on était face à des équipes qui jouaient très bien au football et qui savaient très bien jouer leur football. Que ce soit le football de défense, le football de transition, que ce soit le football de possession, d'attaque. Et maintenant, aujourd'hui, on est dans... Voilà, et donc, ce qui faisait la différence entre ces équipes-là, c'est soit la qualité individuelle d'un joueur qui pouvait faire ressortir du lot, et surtout sur cet aspect mental qui, à l'usure, pouvait faire la différence entre des équipes qui étaient sensiblement de même niveau. Maintenant, aujourd'hui, l'aspect mental, vous pouvez ne pas bien jouer au football, mais sur cet aspect mental, prendre le dessus sur votre adversaire, et ce, en moins de 3 semaines. Et c'est pas normal, en fait, que ce soit comme ça de façon si régulière. Et de plus, il faut parler également de l'aspect marketing qui va qualifier le joueur, admettons, acheté lors d'un mercato, on va le qualifier rapidement de grand joueur ou de très bon joueur de football. Sans l'avoir vu jouer parfois. Sans l'avoir vu jouer, parce que l'aspect financier, l'aspect marketing aujourd'hui qui est dans le football, va réduire également cette expertise qu'on attend du joueur de football sur le terrain. C'est ça aussi qu'il faut parler, c'est qu'on va qualifier certains joueurs de très haut niveau, et malheureusement, c'est pas le cas quand on regarde l'évolution du joueur sur le terrain en termes d'intelligence, de réactivité. Hasard. Non. Et bien après, non. Je suis désolé. Mais après, moi, il y a des questions que je me pose, c'est que par rapport à l'époque, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matchs qu'à l'époque. Les joueurs jouent beaucoup plus qu'à l'époque. Ils jouent énormément. Ils jouent énormément. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et ça, c'est un scandale aussi. Là, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment demander à ce qu'on demandait avant ? Parce que, dans quel sens ? Avant, par exemple, on avait des championnats à 18 clubs, il n'y avait pas de Coupe de la Ligue, il y avait plus de repos, même pour les têtes, c'était beaucoup mieux. Oui, beaucoup de plus d'espace. Aujourd'hui, c'est vraiment tous les 3 jours. Aujourd'hui, c'est tous les 3 jours. Mais dans cette question de haut niveau, ces joueurs qui jouent autant, ça veut dire que peut-être physiquement, ils sont meilleurs ? Aussi, il y a de meilleures préparations. Ils sont mieux préparés. Et ça joue même là, à des moments, même souvent. C'est l'équipe la mieux préparée physiquement qui va remporter. Bien sûr, mais il y a une demande. C'était déjà le cas à l'époque, dans notre enfance, Damas. C'est vrai, mais il n'y avait pas la même optimisation qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a les appareils que nous avons aujourd'hui pour, on va dire, optimiser la qualité athlétique d'un joueur. C'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui qu'avant, et c'est normal parce qu'on est en pleine évolution technologique. Mais il faut également ajouter qu'il y a une demande socio-économique du football qui est incroyable et qui dépasse le stade même du spectateur. Donc c'est pour ça que l'alignement des matchs, on s'aperçoit très rapidement. Cet été, on a eu 2 compétitions continentales avec la Copa América, la CAN, la Ligue des Champions qui s'est rapidement terminée, on enchaîne avec ça. Donc il y a cette demande féminin, je plaisante. Il y a sûr la Coupe du Monde féminine qu'il faut en parler. Bien sûr. Mais enfin, on en parle parce que maintenant on a envie de faire de l'oseille avec. C'est tout. Que ça nous intéresse pas que vous jouez bien au football ou pas. Il suffit d'aller au parc. Il suffit d'aller au parc pour voir les spectateurs. C'est pas des mecs qui aiment le Paris Saint-Germain, ces gens-là. Ils sont là parce que c'est comme un théâtre. On va dire que c'est quelque chose aussi qui était déjà dans les cultures un peu espagnoles, notamment le Real, le Barça, etc. Mais disons que c'est quelque chose qui est ancré depuis des décennies dans la culture, du club et même dans la culture du pays par rapport à ça. C'est ce qu'on attend en fait. On attend un spectacle. Mais le problème, c'est que quand on est en France et qu'on attend un autre modèle donc, du football français, pour qu'il soit dominateur et qu'il soit gagnant donc en Europe, c'est pas quelque chose qui colle en fait. Et non. On va essayer d'illustrer un peu cette discussion sur des éléments factuels, sur des équipes par exemple. Sur un certain podcast qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que vous pouvez retrouver à tout moment, on a parlé de l'Euro 2004. Et c'est la Grèce qui avait remporté cet Euro-là. C'était laid, on va le dire. Les gens disent que c'était défensif, ça gagnait que 1-0. Oui. On va dire que c'est moche. Mais d'un point de vue niveau de jeu, d'un point de vue, c'était clairement du très haut niveau. Pourquoi ? Parce que l'équipe d'Autoréagol avait des plans et ils ont respecté ces plans. Et ils ont réussi à vaincre des grandes équipes à chaque tour. Très grandes équipes. Ils ont été efficients, tout ça. Et pourtant, ils ont été laids. Donc ça veut dire, comment vous pouvez expliquer à nos auditeurs que l'équipe de Grèce était du très haut niveau ? Mais vous sortez le champion d'Europe 2000. Vous sortez la meilleure équipe, donc on va dire des 2 dernières années, en plus sans contestation, et qui était même la meilleure équipe à l'Euro. Et vous battez le pays organisateur qui sort deux fois donc au premier match et au dernier match sur qui était donc la dernière compétition d'une génération dorée. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour être un champion légitime ? Je ne sais pas. Et donc c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas forcément peut-être un laid champion, mais c'est un champion de très haut niveau. De haut niveau, mais
pas très beau, ça peut exister. En gagnant dans un contexte hostile. Donc il faut également, s'il y avait un baromètre pour le calculer, Oui. le niveau Même contre émotionnel le public, en fait. le niveau émotionnel que la Grèce avait pour pouvoir gagner cette compétition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Delas, mais Delas, il est d'un calme au cours de cette compétition, que ce soit le premier tour ou les matchs coup près. Monsieur, Ça le Mais- convenait aussi, mais- défense reculée. mais- il un fallait le truc dans faire. son Il élément. fallait le faire. Dans son Je suis élément. d'accord. Je suis d'accord fauteuil. avec toi. S'il y avait 40 mètres derrière, ça aurait été différent. Mais il fallait le faire. Et Otto Reagel s'est adapté aussi aux joueurs qu'il avait aussi. Pour Ah, mais avoir joué comme ça. complètement, c'est pas une Pour critique. ça. hein. Ah oui, Franchement. pour ça, chapeau. Mais moi, justement, ce qui me fascine aussi, c'est aussi par rapport à cette adversité. Ça me fait penser, même si c'est un peu, voilà, donc chacun se dira si c'est des vrais scénarios ou pas. Ça me fait penser au catch. Ça me fait penser, par exemple, à la Grèce 2004. Ça me fait penser à Edge. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on est dans l'adversité face au public. Mais oui. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est tout le temps hostile. On respire pas. Et lui, c'est dans ce contexte-là qu'il a réussi à gagner en fait. Magnifique. Et c'est voilà, donc c'est cette domination-là que les Grecs ont eu. Ils étaient contre le public portugais qui voulait la victoire de leur pays. Même l'UEFA. Ils étaient même contre le grand public qui voulait voir un grand pays gagner la Mais oui, compétition. pas la Grèce. La Grèce, c'est Mais quoi voilà, tout le monde sauf la Grèce, et pourtant ils gagnent. Les voilà. C'est ça en fait. Chapeau. Et Edge, c'était du très haut niveau. A contrario, une équipe qui gagne, mais qui n'est pas de haut niveau. Alors on va s'attirer les foudres, en tout cas moi, parce que je l'assume et je le pense. On va parler de la Coupe du Monde 2018, que la France a remportée. On a une équipe qui est censée être une équipe avec une assise défensive très forte et qui doit jouer en transition. Pourtant, on a un champion du monde qui a marqué énormément de buts, donc il va donner des arguments à ceux qui vont dire que c'était beau. Mais c'est aussi une équipe qui a encaissé énormément de buts pour un champion du monde. Comment on peut expliquer à nos auditeurs que l'on considère que la victoire française, ou plus généralement la Coupe du Monde 2018, comme étant d'un niveau très faible ? Je suis complètement avec cette équipe de France. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser. Comment expliquer à nos auditeurs que c'était une équipe très faible ? Parce que tu viens d'avancer déjà premièrement par rapport au nombre de buts encaissés. Et puis, par rapport aussi aux incertitudes dans le jeu. Dans le jeu où ça a pas mal tâtonné tactiquement dès le début. En fait, on n'a pas compris le plan Où ils voulaient en venir. il voulait en venir dès le départ. Ensuite, ça s'est fait un peu de bric et de broc à partir de Deschamps, niveau tactique, où il a un peu recroquevillé les joueurs, comme Pogba, Kanté qui ont joué très bas, même Giroud qui jouait très bas, et après essayer d'aller très vite devant. Et ensuite, ils ont été efficients. Tandis sur les coups de pied arrêtés, sur Mbappé qui va très très vite, balle au pied, ils ont été super efficients. Mais après, tactiquement, je sais pas quoi. On a rien appris, on s'en- j'ai rien appris. Juste avant de te donner la parole, Damas, on a quand même une équipe qui gagne chacun de ses matchs dans les 90 minutes. Qu'est-ce qu'on doit attendre en fait d'une équipe, si ce n'est ce qu'a fait l'équipe de France sur ce tournoi ? Mais le problème, on revient au niveau général, c'est que concrètement, quel est le match du Mondial 18 qu'on a aimé ? Et quelle est l'équipe qu'on peut retenir ? Il n'y a pas de renseignement, c'est finalement ça. C'est ça qui est frustrant pour celui morale qui de aime- l'histoire. On n'a rien celui- appris en fait. Celui qui On a aime le football, je suis désolé. Non. L'équipe de France, lors de ses 2 premiers matchs au premier tour, mais on s'est ennuyé contre Ou la Croatie l'Australie. ou l'Angleterre, c'est pas Mais- du l'anti-France, Mais c'est vraiment. regardez-moi l'idée- ce Toukoukou là. Et sans oublier le match contre le Pérou. On a eu peur du Pérou. Mais comment on peut mettre Matuidi ailier gauche ? Mais il est champion du monde, Damas. Mais peu importe. Pour C'est, celui qui aime le pour les foot, il sécurités. s'ennuie. Mais les sécurités. On est supporter de Marseille, on connaît comment Deschamps fonctionne. Oui. Les On le sécurités. sait, le carré noir. Ils ont Le carré été. noir, oui. carré noir. Mbia, Diawara, Kaboré. Tactiquement, si je peux résumer Diarra. l'équipe de France, c'est les sécurités avant tout. Voilà. Ils ont tout bouché. Avec, Tu peux pas dire ils ont tout bouché. Ils bah ont, si. Fallait ils ont le encaissé énormément de buts. Mais c'est ça en fait qui est paradoxal. C'est ça, en fait. Début par Parce rapport qu'en en plus. Parce qu'en fait, on valorise des joueurs comme Varane, voilà, mais qui, dans la surface de réparation, ont été intraitables dans cette compétition. Et pourtant, Il y a Mais des ouais. buts. il y a des buts. Sur le but Les d'Agüero. Italiens, les Voilà. Espagnols, c'est Le un but, d'Agüero, 2 buts maximum d'encaisser. Le but de Di Maria aussi, oui. Mais c'est ça Oui. en fait. Alors que les champions du monde, moi je sais pas, un champion du Normalement. monde avec 6 buts encaissés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça En n'existe tout cas, pas dans notre période où de 94, 2002, de 98, 2002, 2006, ça n'existe pas. Mais regardez même pour un champion du monde lors du quart, demi et finale, enfin surtout demi et finale. C'était quoi on va dire la stratégie offensive? C'est le mental encore une fois. C'est le mental qui les permet de gagner. Mais Ça. mais Pogba fait la passe à Mbappé. Mais- C'était concrètement c'est ce C'est qu'on fulgurant. régulièrement. Ce que j'allais dire, c'est que l'équipe de France, c'est les sécurités. Certes, il y a ce que vous avez annoncé, le déchet des nombres de buts, mais ces Deschamps. de Deschamps. Mais ces sécurités-là ont fait que l'équipe mentalement était prête. Exact. Voilà. Exact. C'est aussi simple que ça. Exact. Moi, c'est comme ça que je C'est vois ça, en fait. la chose. Et là, en fait, l'aspect mental, en fait, au lieu que ça prenne 20% en fait de la décision finale, ça prend 50 voire 60% du Exact, truc. exact. Et donc, on n'a plus besoin de bien jouer au football Non. pour pouvoir être champion du monde. On peut mettre Matuidi
même second attaquant, ça va va être passer. bien tirer le coup de pied Là, arrêté. tu viens de dire un mot qui est important, mais qu'est-ce que tu entends par on n'a plus besoin de bien jouer au football? C'est quoi ce mot bien? Ça veut dire non, quoi? mais on n'a plus besoin de bien faire son métier. Que, voilà, par exemple, ce qu'on attend d'un ailier gauche, ce qu'on attend d'un milieu récupérateur, ce qu'on attend d'un défenseur, d'un gardien, d'un neuf, qu'on attend aussi collectivement en fait d'une tactique, d'un 4-2-3-1, d'un 4-3-3, d'une animation de jeu offensive, des transitions. On n'a plus besoin de bien faire ça pour pouvoir gagner des matchs. Qui fait le plus mal. Regardez Tottenham dans la Ligue des Champions, Ligue des Champions 2018-2019, qui s'est imposé contre l'Ajax, qui s'est imposé contre City. Aucune idéologie, beaucoup de réussite, et ça va en finale. Et il le paye aujourd'hui. Maintenant. Ils ont été ridicules en finale. En finale, ridicules mentalement, ils ont été ridicules. Ils ont rien fait. Franchement, une finale de Ligue des Champions qui justement est indigne d'une finale de Ligue des Champions. Je t'arrête sur le physique aussi de l'équipe de France. C'est que physiquement, ils ont pris le pari de switcher les matchs de groupe pour être au top à partir des huitièmes de finale. Aussi. Et ça aussi, ça fait la différence par rapport à une équipe comme l'Argentine, l'Uruguay. On l'a vu contre l'Uruguay. Physiquement, c'était des enfants. On va parler concrètement. Vous vous ennuyez aujourd'hui? Oui. Clairement. Oui. Clairement, quand par exemple, je vais vous dire un truc. Je supporte le Real Madrid. Et de cette époque-là, de 2016, 2017, 2018, j'ai envie de vous dire que là, ces dernières années, j'ai regardé que 20% des matchs du Real parce que je ne peux pas supporter de voir des matchs comme ça. Et je vous le dis, en tout cas nous qui faisons les libéraux tous ensemble, les personnes que vous écoutez, on a regardé des matchs chaque week-end, tout le temps, on a tout vu pendant quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, on ne regarde plus vraiment. Après, je suis complètement d'accord avec vous, mais est-ce qu'après, c'est pas à nous de changer ce paradigme-là au niveau mental de nous-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire le switch que nous, on a connu le foot où la technique primait sur tout, et aujourd'hui, c'est le physique et le mental qui priment sur... Oui, mais le problème, c'est que nous, on va percevoir ça comme étant une régression. Ah, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et donc, c'est est-ce que nous, on peut pas faire ce switch-là? Mais les personnes qui gèrent le libéraux, c'est des... on aspire tous à progresser en fait, que ce soit pas uniquement que dans le cas du libéraux, c'est même dans la vie de tous les jours. On a fait 6 sur 20, on aspire à faire 8 et demi. Progresser dans la vie aussi, c'est de faire des switches mentales. C'est vrai, et se réadapter en fonction de son environnement. J'aimerais rebondir sur le switch mental que Tate nous demande de faire. Tout à fait. Mais quand on a vu le football dont on parle dans les libéraux, c'est nous demander de baisser une barre d'exigence. Non, de voir autre... En fait, Non, oui, vas-y. Excuse-moi de te couper. Vas-y, je t'en prie. C'est juste de changer de champ. C'est-à-dire que nous, on a vraiment connu la technique, la maîtrise. Bon, voilà. Vulgairement, la technique, la maîtrise, et aujourd'hui, c'est le mental et le physique. Avant tout. Concrètement, il y a une époque, on s'amusait en classe à faire la liste des meilleurs attaquants, des meilleurs gardiens de but, des meilleurs milieux défensifs. On pouvait en sortir 10 gardiens de haut niveau qui ne me déçoivent pas avec mon regard de libéraux. Quand je dis libéraux, j'entends toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre génération. Bien sûr. Je n'arrive plus à trouver des gardiens de haut niveau. Les défenseurs centraux, qui sont vraiment ceux qui ont dominé notre football durant notre enfance. Cannavaro, Nesta, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais on pouvait en citer 15. Normal. Des défenseurs centraux aujourd'hui qui sont quasi parfaits du début de saison à la fin de saison avec un titre au bout. Il y en a 1, 2 maximum et ils changent d'année après année. 1-2, ça varie. Pareil pour les attaquants, j'en parle pas parce que ça va blesser des personnes. Quand on fait la liste des attaquants de haut niveau à une époque. Parce que quand on va encore parler de Neymar pour dire qu'on a baissé nos exigences, bon voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Sans compter Lewandowski. En Ligue des Champions. Plus personne ne confirme. Plus personne ne confirme comme Drogba a confirmé en allant ce monsieur. Franchement. Il a mon âge. Non. Non, mais c'est pas sûr qu'il a plus de 30 buts en Ligue des Champions. Non, mais non, ça, c'est là on est. Il a plus de 40 ans, Lewandowski. En termes de nombre, voilà aussi un aspect sur lequel il faudrait qu'on revienne, c'est que maintenant maintenant on compte les buts et on ne fait que les compter, on ne les pèse plus. Et maintenant après face à l'histoire, face aux statistiques, on est très tributaire de ça. Par exemple, on a fait des duels. Par exemple, on a fait un duel sur Rui Costa Deco. Quand vous voyez quand on voit donc l'influence qu'ils ont eu sur le jeu et quand vous voyez leurs statistiques, je suis désolé, il y a un monde. La meilleure saison la saison où Deco est meilleur joueur donc en Coupe d'Europe, en championnat, il fait 28 matchs, 2 buts. Donc là maintenant quand on regarde ça, on va dire ouais, c'est une merde. Ouais, c'est une merde. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème alors qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Non. Et alors que maintenant il faut que les statistiques viennent corroborer un niveau du jeu. Peut-être que c'est ça aussi cette politique du chiffre et cette politique de la quantité du foot.
7 NBAisation du foot. Exactement, en termes de statistiques, en termes c'est bien que tu parles, c'est de très bien que tu parles de Santa clean sheet, de tout ça, oui, de Opta. Clean sheet, exactement. Combien de mecs aujourd'hui se dérivent vers le basket NBA parce qu'il y a cette espèce de hype, on va dire. Mais après, c'est différent. C'est parce que la NBA aussi, bon, pour en avoir parlé avec des gens qui ont fait ce switch-là du foot à la NBA, c'est au niveau de l'attrait. C'est-à-dire que le suspense qui est en NBA n'est pas dans le même dans le foot. Dans le foot, aujourd'hui, on connaît le champion d'Allemagne, d'Italie, parce que c'est un peu ça, de France. Et qui regroupe aujourd'hui les meilleurs clubs aujourd'hui européens en termes de football. Ouais. On a qui ils sont pratiquement tous regroupés aujourd'hui. Le Bayern, le Real, le Barça. Il n'y a plus cette, on va dire, cette diversification en termes de très bons joueurs de football. Où il y avait la Corogne, Valence. Bien sûr. Où t'allais là-bas, tu savais que t'allais souffrir. Le Barça s'en souvient très bien. Donc, très bien. Où tu perdais à Vicente Calderón pour le Barça, où tu perdais à Ori Azor pour le Real Madrid. Le Real très longtemps aussi, les pauvres. Aujourd'hui. Alors que maintenant, oui, c'est comme une lettre à la poste, oui. Quelqu'un qui apprécie le football d'aujourd'hui. Concrètement, le football n'a quasiment jamais été aussi populaire en termes d'argent donné. Totalement. Ça. Même en termes de scénario. Hein. En termes de scénario, en termes de personnalités qui sont suivies sur les réseaux sociaux, c'est pas anodin que Ronaldo soit la personne, tout domaine confondu, qui est la plus suivie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le football n'a jamais été aussi populaire. Pourtant, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de pression, ils ont beaucoup plus de difficultés. Oui. Ils ont besoin de confirmer ces joueurs-là. Donc ça reste quand même des joueurs qui sont mentalement de haut niveau parce qu'ils sont obligés. N'importe quelle erreur va les détruire. Moi, j'ai le meilleur exemple en tête, c'est celui de Boateng. Une fois qu'il est tombé face à Lionel Messi, on l'a plus jamais reconnu. Alors qu'il fait un très 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 bon match de football. C'est incroyable. Il fait un très bon match ce soir-là. Et même au-delà de ce match-là, il fait 2 saisons. Je crois qu'il finit meilleur joueur allemand de l'année 2016 en plus. Il a fait une bonne finale de Coupe du Monde déjà contre Messi. 2014 il a déjà. Tout donné ce jour-là. Tout. Magnifique. On va bientôt finir sur ce podcast. Je vous pose 2 dernières questions. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ? Je dirais pas que c'est plus facile. Disons que par rapport à leur niveau, c'est toujours aussi compliqué de devenir un grand joueur et d'être un joueur de haut niveau. Mais après, est-ce que maintenant, on doit avoir moins de qualité pour arriver à ces standards ? Je pense que oui. Et dernière question. Aujourd'hui, un garçon ou une fille qui aime le football de 18-19 ans, elle prend du plaisir à regarder le football, finalement. Parce que c'est sa génération. Il y a du spectacle, il y a des remontadas. Quand dans une seule Ligue des Champions, il y a 2 ou 3 remontadas d'affilée. Non, pour elle, c'est génial. Pour lui, génial. Même pour le spectacle en lui-même, et même surtout pour les souvenirs que va garder l'enfant. Il va grandir justement avec cet aspect-là, en se disant... Certes, il y a eu 0-4, mais je peux remonter aussi. Ça forme les gens, ce genre de concept-là aussi. Mais ça forge le règne de l'indiscipline. Et là, on peut... c'est vrai. Je dirais même le règne de l'indiscipline et le règne du désordre. Du désordre et de plus lutter contre... Par exemple, dans le foot, quand une équipe a un temps fort, l'équipe qui subit souvent craque. Et ça favorise le règne du... Voilà, on résiste plus, Désintégration mentale. Voilà. On s'en fout, on encaisse et voilà. Désintégration mentale. Il y a ça aussi, ouais. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.